Et bonjour à tous, bienvenue sur The After Worlds, le podcast 100% dédié au World Championship Season 10. Je suis Aboutine et comme tous les matins, pour moi, pour m'accompagner, il y a Laure qui finit sa journée. Laure, comment ça va? Ça va très bien. Une journée moins décevante qu'hier. Surprenante, du coup, vu le résultat, mais j'imagine que notre invité va être très content d'en parler. Ouais, on a Zerotic qui nous rejoint, Zerotic, streamer, et puis depuis cette année, si je ne m'abuse, voilà la nouvelle génération de commentateurs que vous suivez sur OGaming. Vous l'avez probablement entendu une fois ou deux. Bon commentateur en plus, moi j'apprécie regarder les games commentés par Zerotic. Zerotic, comment tu vas? De ouf. Ça va très bien, ça va très bien, très content de ce résultat de ce matin. Mon équipe qui triomphe et avec la manière, je trouve. La manière en plus LPL, hein, parce que c'est vrai que De on a eu, ouf. on a eu du spectacle. On reviendra forcément sur le détail de ces games. Jusqu'à présent, toujours un peu la question pour les invités qui arrivent après la phase de groupe. Hormis bien évidemment la performance de Sunning qui va mettre beaucoup redorer le blason de ces Worlds. Est-ce que tu apprécies ce championnat depuis son début? Est-ce que tu es satisfait des games et de la méta dans l'ensemble? Très satisfait, j'aime beaucoup le style agressif des junglers particulièrement, je trouve que ça rajoute une grosse dynamique. D'un côté, ça rajoute également un gros snowball qu'on voit avec des niveaux 1 qui peuvent décider de toute l'issue de la game, mais ça permet à des junglers très agressifs de pouvoir vraiment jouer un très beau playstyle, et ça permet d'avoir toute cette rotation, cette priorité autour de la mid lane qui apporte une macro que je trouve très intéressante. Mhm. Non, c'est vrai, on pourra revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, c'était le deuxième quart de finale. Il en restera deux à jouer demain et après-demain. Mhm. Les équipes occidentales n'ont pas eu encore l'opportunité de montrer ce qu'elles valaient en série. On avait donc hier un match à sens unique avec Damwon, les favoris a priori de ce tournoi d'après leur performance, qui se sont imposés 3-0 dans un remake de la finale de la LCK. Aujourd'hui, c'était Suning, donc le seed 3 de la Chine, qui affrontait le seed 1,5, puisque JDG sur l'année avait été très très bon, puisqu'ils ont gagné le Spring Split sur le Summer. Ils arrivent en Game 5 contre TES, même si on avait senti TES un peu plus fort lors de la finale en termes de niveau de jeu. Ils avaient réussi à accrocher une Game 5. On se disait JDG beaucoup plus fort que ça, probablement, et on les a vus en phase de groupe pas forcément extraordinaires. Et là, c'est Suning qui l'emporte 3-1. Avant même de parler de Suning, parce que je pense que c'est une très belle histoire qui est en train de s'écrire, et il y a un parfum d'outsider. Est-ce que tu es déçu de la performance de JDG dans ces Worlds, parce que on les attendait peut-être plus forts, Zéro, toi qui suis la LPL? Je dirais qu'ils n'ont pas fait. En fait, il n'y a pas eu une grosse progression entre la fin de la LPL et le début des Worlds. Contrairement à pas mal d'équipes qui ont eu vraiment ce Worlds buff, JDG sont arrivés avec à peu près le même niveau. Et comme eux ont un peu stagné en termes de niveau et que les autres ont augmenté, bah, ils se retrouvent avec un cran un tout petit peu en dessous, où malheureusement, c'est beaucoup moins passé. Et contre Sunning, au final, dans la LPL, ils n'avaient pas encore fait de BO5 contre eux. C'était la première fois que les deux équipes se rencontraient en BO5. Et le seul BO3 qu'ils avaient fait, c'était en semaine 2 de la LPL. Donc ça datait vraiment de plusieurs mois. Et c'était un BO très serré entre les deux équipes qui s'était terminé, encore Mm. une fois comme à la LPL, sur un magnifique base race. Toi alors, parler de JDG, c'est vrai que c'était l'équipe que tu suivais probablement le plus parmi les équipes de la LPL. Est-ce que tu es Oui. déçu de les voir partir? Bah oui, je suis déçue parce que c'est une équipe que j'aimais bien, mais en même temps, je pense que Zéro l'a très bien noté. C'est une équipe qui a pas progressé. Genre, je trouve que il y a un monde entre le Suning qu'on avait vu en LPL et le Suning qu'on a découvert au World, et notamment face à ces équipes-là. Et en fait, JD Gaming, ils tombent sur des erreurs qu'on a déjà pu leur reprocher en LPL. Je trouve que la façon dont ils perdent la finale du Summer, justement, c'est aussi un petit peu la même manière qu'ils perdent certaines games aujourd'hui. C'est sur des moves où ils font vraiment pas attention, où ils sont beaucoup trop agressifs, où on va aller chercher des skirmishes alors que ça n'a absolument aucun sens et qu'il n'y a rien à contester. Donc voilà, l'agressivité chinoise, pas forcément très maîtrisée et tempérée, surtout. Mais ouais, bah, c'est triste de les voir partir, mais c'est une équipe qui reviendra forte. Et voilà, pas forcément déçu. J'en attendais peut-être plus du seed 2 chinois. Mais voilà, c'est le GD Gaming qu'on a été habitué à voir pendant toute l'année, d'une certaine manière. Et pourtant, ça avait plutôt bien commencé lorsqu'on Ah regarde oui. la game 1, des JDG qui rentrent dans leur game de manière peut-être plus rapide, hein, dans leur série que Suning. Suning qui subit pendant un long temps de jeu, puis JDG throw à un baron, puis Suning récupère comment dire, le contrôle du baron, puis throw à son tour au niveau du baron. Donc on se dit finalement c'est pour JDG, puis finalement JDG throw.
Donc on se dit, bah, finalement, c'est pour Suning. Puis finalement, il y a un coin flip fight qui se termine à l'avantage de JDG. Et on se dit, oh là, mentalement, peut-être que ça va être compliqué. Est-ce qu'après cette game 1 un peu NA-esque, si je puis dire, même si je pense qu'elle est même plus LPL-esque que NA-esque, Zerotic, est-ce que tu y croyais encore après cette game 1? J'y croyais beaucoup. J'ai eu l'habitude de ne pas croire en Suning Game 1. Quand ils étaient arrivés en playoff de LPL, ils avaient été classés en BO3, ils étaient 4e de la ligue. Si la LPL était en BO1, ils étaient 14e. Donc ça dit à peu près que les Game 1, d'habitude, ça se passe plutôt pas bien du côté des Suning. Donc j'arrive toujours en me disant, la Game 1, on la laisse et on essaie de prendre la suite. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'était une première game pure LPL, parce que c'est surtout autour des contrôles des dragons et des Nashor qu'il y a eu énormément de problèmes. Ouais, cette fameuse contestation, encore une fois, lors des objectifs qu'on revoit, dont on parle inlassablement, c'est vrai que League of Legends est un jeu qui a un peu muté. C'était un jeu qui était extrêmement orienté sur la vision, sur le déplacement sur la carte, essayer de bouger avant son adversaire, donc les lignes de rotation, les lignes de vision profonde, etc. Même si toutes ces choses-là restent des enjeux primordiaux pour avoir un bon contrôle de la map et pouvoir créer des cycles économiques positifs. On le voit avec Damwon qui joue encore quasiment ce style pré-2018. Mais cette contestation des objectifs qui a vraiment été à l'avantage de Suning aujourd'hui. Group and Fight, est-ce que le Group and Fight peut battre la macro coréenne pour toi? Je dirais pas dans 100% des cas, mais ça dépendra vraiment de leur capacité à fight. Je les vois mal actuellement prendre Damwon dans cette fameuse macro, mais par exemple, le match-up Suning Dragon X, DRX, du coup, je l'aurais mis dans tous les cas du côté Suning parce qu'ils auraient réussi à les outplay en teamfight comme ils ont réussi à le faire. Notamment dans la game 4, il y a eu un teamfight au Baron qui était réglé d'une main de maître. Ouais. Laure, toi, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Zerotic sur la contestation des objectifs et le regroupement dans les phases de fight chez les Chinois? Comment ça que les fights, enfin comment dire que tu peux pas gagner que justement les Chinois peuvent gagner avec le group and fight face aux Coréens, sauf Damwon. Honnêtement, le gros problème, j'ai l'impression dans cette méta, c'est que tu en reviens beaucoup à l'early game en fait. Et si tu arrives à prendre les bons skirmish, à te développer des bons avantages justement dans l'early pour ensuite, faire snowball cette avance quand tu vas aller contester les objectifs, oui. Donc faut être vraiment très 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 solide en teamfight. Et à ce niveau-là, je pense que Top Esport et peut-être JDG, Suning du coup aujourd'hui ont prouvé que c'était des équipes qui pouvaient faire ça. Mais le problème, c'est que quand je vois Damwon, justement, j'ai pas encore trouvé d'équipe qui arrive à les challenger de ce côté-là. Et pour l'instant, Damwon a été que face à des équipes contre lesquelles ils peuvent se permettre de concéder certains teamfights parce qu'ils arrivent à avoir de la pression de map ailleurs. Mais justement, je serais très intéressée de voir, encore une fois, Top Esport contre Damwon ou peut-être Suning contre Damwon ou contre ce genre d'équipe-là. Mais effectivement, je trouve que Damwon, c'est la seule équipe coréenne qui arrive réellement à faire ça. Et j'aurais tendance à dire que contre des équipes LPL, Genji et aussi DRX se feraient vraiment endormir. Et là, pour le coup, je donnerais l'avantage aux équipes chinoises. Ouais, probablement. À savoir quand même que dans le BO d'hier, pour y revenir, Damwon a essentiellement gagné sur les phases de regroupement et de contestation des objectifs. C'est pour ça que c'est intéressant. Ah oui. C'est que la plus chinoise des équipes coréennes dans les phases de regroupement, mais la plus coréenne des équipes coréennes en dehors des fights. Oui. Ils ont vraiment fait cette synthèse des deux mondes. On va pas trop parler de Damwon. Il n'y a que ça, justement. Justement, il n'y a que ça chez Damwon. Ils prennent pas de fight quand c'est pas inutile. Et pour le coup, moi, ce qui m'a marqué dans le BO d'aujourd'hui, c'est « Ah, vous êtes là ? Allez, on y va. C'est parti. » Le handshake. Justement, la game 2, qui est une game beaucoup plus à l'avantage de Suning. Suning qui rentre bien mieux dans son match. Qui donc draft Zoé, on va en parler forcément des pics et des bans de ce BO parce que il y a que 4 mid laners qui ont été joués, hein, Galio, Zoé, TF et je sais même pas si non, je crois que c'est tout. Galio, pardon. Galios, oui. Il y en a que 3, oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais alors, justement, on part sur quelque chose d'opposé par rapport à hier, parce qu'hier, c'était full contrôle mage. Aujourd'hui, on prend des champions qui ont la capacité de décaler et d'aller aider les sidelines. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et justement, je vais te laisser continuer sur Suning contre JDG en game 2, parce que je pense que récupérer Zoé et changer de botlane, parce que finalement, les pics étaient les mêmes. C'est juste ils se sont trade les botlane et ce genre de champions. Je trouve que ça a beaucoup mieux servi à Suning. T'en penses quoi, Zerotic, hein?
J'en avais parlé au desk, mais le Jin Zoe, c'est quelque chose qui avait été pris initialement par Sunning, que eux ont popularisé en premier. C'est eux qui ont ramené le Jin sur la méta chinoise et qui après s'est étendu à la méta mondiale. Mais ils l'utilisent très bien pour cette capacité justement à fight, et même que s'il ne soit pas en premier sur les objectifs, réussir à trouver une bulle, réussir à trouver une floraison mortelle derrière. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils peuvent associer le gangplank derrière pour avoir une zone de contrôle immense autour de ces fameux group and fight. Donc le Zoe Jin a été vraiment hyper central, et au final, même le Twisted Fate de Yagao, qui a très très souvent été ban dans ses Worlds, n'a pas réussi à contester ce combo. Ouais, très intéressant ce Gene Plank qu'on avait beaucoup. Hein, c'est Gene Plank, mais je crois que même en 2016, à l'époque où Gene avait été release, c'était le Gangplank Trundle Gene, où tu étais ralenti dans une Gangplank avec le Gene qui alignait. Et c'est vrai qu'avec les floraisons mortelles, etc., il y a beaucoup de pics. Forcément, on a un match donc sino-chinois full LPL, donc ça joue énormément sur les pics. On a toujours Graves, Lilia, bon, des champions extrêmement farmers dans la jungle. Et à ce petit jeu-là, donc on l'a dit, Sunning qui steamroll JDG. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de game 2 de mémoire. Et après la game 3, c'est confirmation avec Sunning qui sortent le pic pour moi anti-LPL. Le pic qui détruit tous les espoirs des joueurs. C'est l'équivalent du Zilean de Bjergsen en NA, mais en LPL, c'est la Kindred. Oui. Ils n'arrivent pas à jouer contre le Kindred. C'est trop dur de se dire qu'ils ne peuvent pas tuer le champion en phase 2, et ils s'empalent inlassablement sur le Kindred Galio, qui a l'air d'être une super option. Cette Kindred qui vient de LPL 0, t'en penses quoi de ce pic? Je pense que ça fonctionne bien. Ça fonctionne forcément bien, surtout contre un Panthéon qui a eu du mal à trouver ses utilités en fight. Et en plus de ça, il n'a pas pu avoir d'utilité en early game parce que la game 3, c'est joué sur un niveau 1. Sur un niveau 1, au Gangplank qui a commencé avec Cristal de Mana, récupère un double kill, donc 700 gold supplémentaires, juste qu'il lui manque pour la Brillance. Il back Brillance niveau 1. Et on a du coup d'un coup un strong style top qui était pas normal. Et du coup, la Kindred qui peut aller se balader, qui peut aller prendre des marques beaucoup plus facilement. Et cette Kindred qui snowball permet ensuite de jouer toute la composition qui, selon moi, était difficile à jouer sans cet avantage réussir à prendre au top. Ouais, mais c'est un truc d'ailleurs, parce que j'ai même tweeté là-dessus. Laure, t'en penses quoi personnellement de ces compos? Alors moi, pour moi, GP c'est un champion range. Hein. GP, tu vas très rarement au corps à corps mettre des auto-attaques avec son je suis une fan des compos globales, moi, de toute façon. Mais donc, alors moi, un Galio et un GP dans une compo, c'est. Je suis pas du tout en train de me plaindre de Galio, de Galio GP parce que je trouve que c'est un très très bon combo. Mais Galio est 4 range. Oui, ouais, mais c'est un truc qu'on reproche à beaucoup d'équipes depuis le mondial. Et honnêtement, genre, au vu de ça, je me disais, ok, est-ce qu'ils vont pas être mis en difficulté? Mais visiblement, ça passe. Parce que là, le Galio, au final, a été énormément utilisé en réaction plutôt qu'en proactivité. Et c'est joué autour du fait que Style of Me récupérait quelques gold, qui récupère un glaive d'ombre, qui sûrement est très important sur cette game, sur cette Kindred, qui lui permet d'aller récupérer de la vision, d'aller jouer beaucoup plus vers l'avant. Et à partir du moment où Kindred est beaucoup trop vers l'avant, il y a ce fameux combo où Galio va juste venir aider. Et dans tous les cas, il va pouvoir venir aider une Kindred grâce au repos de l'agneau. Donc, le Galio est joué bien différemment, pas en termes d'engage, pas en termes de follow-up, mais juste en termes de protection. Et protéger un Style of Me, on le voit depuis le début des Worlds, ça peut bien fonctionner. Ouais, puis ça aide à match le TF de l'autre côté. Franchement, c'était une bonne réponse, je pense. Ah, moi j'adore, personnellement. Je pense que des équipes plus intelligentes et un peu plus lentes s'en parleraient un peu moins, parce que j'ai vu beaucoup de summoners et de cooldowns qui ont été craqués sur une Kindred qui avait encore son ulti. Je pense qu'il y a un travail d'amélioration du timing des cooldowns dans ce genre d'affrontement, parce que les mecs c'est tous des monstres et ils time tout. Mais j'ai l'impression que sur Damwon le l'a très bien fait hier pour le coup. Voilà, je trouve. tu peux vraiment jouer autour. Mais bon, au moins, on voit quand même que dans cette comment dire, dans ces Worlds, Kindred qui commence à monter un peu de popularité. Pourquoi? Parce qu'elle est jouable avec Galio, elle est jouable aussi avec le control mage. La Orianna Kindred marche très bien, Syndra Kindred marche très bien, le Galio Kindred on voit qu'il marche très bien. Et c'est vrai que si tu n'arrives pas à mettre tes mains sur Graves qui peut être joué avec quasiment tous les champions de la méta, c'est le Kindred qui est en train de monter en popularité. Je ne serais pas étonné que les équipes à l'avenir le ban. Et on a aussi bien évidemment Zero, le retour de ce GP qu'on n'avait pas vu tant que ça dans les Worlds avant si je ne m'abuse, et qui revient. T'en penses quoi de ce pick GP dans ces Worlds?
Je me demande vraiment si c'est pas un pocket pick de Bean plutôt qu'un power pick sur la top lane. On sait que Gangplank a un match-up OK contre Renekton, qu'il arrive à le tenir globalement en early game et qu'il l'outscale facilement. Mais Gangplank a un match-up très compliqué contre une Camille. Et je trouve que du côté de Bean, ça le met tellement à l'avantage parce que la Camille va être ban. Si Camille est ban, il prend le Gangplank de son côté. Et du coup, il n'y a pas de match-up qui vient trop punir le Gangplank actuellement dans la méta. Théoriquement, si tu joues contre une équipe coréenne, ils vont jouer Jace. Lucian. Ils peuvent jouer Lucian, ils peuvent jouer Jace. Jace, c'est pas un match-up très agréable pour Gangplank. Moi, je suis surprise d'un Ouais. truc pour le coup par rapport à ce Gangplank, et peut-être que Zéro, tu peux apporter plus de précision là-dessus. JDG le ban que pendant la dernière game, donc je trouve qu'ils ont mis longtemps à se rendre compte que c'était un pick qui pouvait être problématique pour Bean. C'est un truc, j'ai pas assez suivi les games de Swinning en LPL, mais c'était un pick qui jouait souvent, j'imagine, vu que tu parles de Pocket Pick. Pourquoi ça a été laissé de côté? Non, même pas tant que ça? Non, c'est pas quelque chose qu'il a énormément sorti pendant le Ok. summer. Pendant le summer, il jouait vraiment beaucoup Renekton et Wukong principalement, mais qui avait du coup cette force de 1v1 et cette capacité teamfight. Ouais, de toute façon, la méta a un petit peu bougé entre le summer, notamment pour les top laners, où c'est vrai qu'on joue beaucoup de Horn qui était toujours là, mais Wukong qui a un peu disparu pendant ces Worlds. Là, on le voyait en permanence. Si je ne m'abuse, Wukong, ça a été joué. Pas des maths, pas beaucoup de Ça a fois. été joué une fois dans ces Worlds avec une défaite. Donc clairement Dans pas. le play-in, on l'a un peu plus vu, ouais, je crois. Ouais. Mais ouais. Donc on arrive sur une fin de game numéro 2 et 3 avec donc la première balle de match qui a été concrétisée par Suning. On n'a pas encore parlé bien évidemment de Huanfeng qui forcément s'illustre. Moi je l'ai trouvé très très bon dans la phase de groupe. C'est difficile pour moi d'avoir un avis profond sur les performances des joueurs individuellement parce que faut regarder les games pour moi en vitesse x1 pour se rendre compte de leur phase de lane, etc. Et c'est pas quelque chose dont j'ai le luxe avant les podcasts parce que je dors en fait. Malheureusement, c'est la nuit pour moi, donc je les regarde en accéléré. Mais je trouve Wanfeng très bon. On va quand même terminer sur l'évolution de cette série. On arrive sur la game numéro 4. Et c'est une game qui était très avantageuse en early game pour JDG. Donc les JDG qui étaient partis sur TF, le fameux TF de Yayao, avec le Graves qui avait été laissé open par Suning cette fois-ci. Donc un Graves TF ADAP mid-jungle qui est très bon. Renekton sur la top lane pour essayer de forcer la priorité. Donc on aura un match-up Zoé contre TF, qui est un match-up qui est bon en early pour Zoé et qui scale pour TF. Et on avait Ash Blitzcrank contre Thresh Jhin. Et départ en trompe de JDG jusqu'au int. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement à JDG dans cette game pour convertir son lead 0? Des dragons. Ils ont pris beaucoup de fights, ils ont pris beaucoup de gold, mais ils ont perdu tous les dragons et ont fini aux alentours de la 25e minute, je crois, avec une âme des océans pour Sunning, alors qu'ils sont en avantage de gold qu'à partir de 25 minutes 30. Mais ils ont les 4 dragons au même timing là. Du coup, JDG ont réussi à prendre des kills, ils ont réussi à prendre un avantage au gold, un avantage sur la map, notamment grâce au Blitzcrank qui a trouvé beaucoup de grabs. Mais la conversion en objectif a été, selon moi, la grande lacune de leur dernière game. Je trouve que c'est un peu. Ouais, Ouais, de leur dernière game, ouais, mais de base, c'est un petit peu le grand drame de JDG sur ce BO, c'est que même quand ils arrivent à contester des objectifs, au final, on va forcer, on va aller trop loin dans la jungle, on va se faire prendre à revers. Et c'est là-dessus que Suning revient. Enfin, comment dire, ils ont beaucoup capitalisé sur le fait que JDG étaient des grands malades et qu'ils reculaient devant rien du tout. Et pour moi, cette dernière game, justement, c'était un peu la représentation de ça, quoi. Je voyais honnêtement pas JDG gagner quand j'ai vu au mid-game, arrivé au mid-game, compte tenu du fait qu'ils avaient, selon moi, pas réussi à snowball assez et que justement, il y avait un stack de dragon qui se faisait du côté de Suning. Je me suis dit, bon, ok, c'est mort, go next. Enfin, on se revoit next year. Mais c'est dommage. C'était pas assez propre, je trouve. C'est vrai que maintenant, par comparaison, le niveau de ce quart de finale était légèrement inférieur en termes de rigueur macro, probablement. Dans l'autre partie de cet arbre, on a Fnatic qui affrontera TES. TES qui a montré un gros visage. Toi, tu es spécialiste de la LPL. Est-ce qu'il y a vraiment TES et les autres dans ces Worlds, en tout cas pour toi? Ou est-ce que tu penses que Suning, dans une demi-finale potentielle, sans curse Fnatic ou quoi que ce soit, mais dans une demi-finale potentielle TES Suning, est-ce que tu vois Suning pouvoir décrocher une finale de World Championship?
Il y a un côté fanboy qui est en train de me crier oui, l'autre côté qui a regardé toute la LPL, tout le split, qui dit que c'est chaud. Il y a vraiment, en fait, pendant tout le split, à partir du moment où Jackie Love est arrivé en fait, chez TES, il n'était pas au début de l'année chez Top Esport. À partir du moment où Jackie Love est arrivé, il y a eu vraiment une métamorphose de cette équipe qui a fait que monter en puissance. Je dirais que la montée en puissance est moins forte dans les dernières semaines. Ils sont déjà vachement hauts, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, quand tu es niveau 100, pour passer niveau 101, c'est compliqué, tu vois. Mais à côté, Sunning, ils ont réussi à passer du niveau 80, 95. Donc peut-être s'ils arrivent à trouver des bons fights, mais je vois quand même les Top Esports arriver toujours en grand favori, en seed 1 de la Chine, comme FPX l'année dernière, comme IG il y a 2 ans. Ouais, écoute, de toute façon, c'est vraiment le storyline justement de ces Worlds, l'Occident qui est passé au second plan. Dans des positions d'outsider, G2 qui va devoir aller chercher Genji. Bon, c'est pas le match le plus impossible à récupérer pour eux. Mais Alors oui, mais c'est marrant parce que la semaine dernière, tout le monde était là, genre ouais, G2, ils ont eu le meilleur tirage. Moi, la première, hein, genre G2, ils ont eu le meilleur tirage possible, etc. Et plus le temps passe, plus le match se rapproche, plus les gens sont là, genre quand même, je sais pas. Ça reste Genji. Non, je pense quand même que voilà, ça passe. Ça reste le meilleur tirage pour le coup. Je pense qu'il va y avoir un botlane gap en fait. C'est ça qui me fait peur. C'est Perks depuis le début du niveau, VS Ruler, j'ai un peu peur. Mais le gros avantage, on pourra en parler un petit peu, je pense, parce que c'est ce qu'on attend le plus. Hein, c'est les matchs du week-end, forcément, nous occidentaux. Oui. Mais la botlane est un peu utilitaire justement dans ces Worlds avec des champions qui sont beaucoup plus soit des casters. Hein, Senna, Jhin, Miss Fortune, tu vois, il y a assez peu de purs auto-attaqueurs. Donc c'est possible que dans cette configuration-là, les G2 s'en sortent. Juste pour terminer, donc ouais, on a vraiment l'opposition de style de jeu avec la Chine sur un style de jeu qui est chaotique et très très excitant. La LPL dans un jeu extrêmement macro et discipliné. L'Occident dans son style hybride qui pour l'instant fait preuve d'outsider. 0, là comme ça, si tu devais dire une région qui va jusqu'au bout, qui tu prends? Corée ou Chine ou Europe? Corée, Chine ou Europe, je dirais Chine. Je resterai sur mon côté fan LPL, mais parce que même au milieu de ce chaos, il y a toujours un focus sur les dragons qui est fait. Il y a toujours. Enfin, j'ai pas la stat sous les yeux, mais ça m'étonnerait pas que les équipes chinoises soient celles qui ont le plus de double Herald de tous ces worlds, où malgré le fait que ça fight beaucoup, on reste très focus sur les objectifs neutres et la capacité à snowball est selon moi la plus grande si on parle juste de région. D'accord, très bien. Laure, est-ce que tu partages ta vie ou juste Damwon prouve le contraire? Non, et je sais que les gens vont réagir pareil dans les commentaires parce ils pensent qu'on met Damwon sur un piédestal, mais en fait, on a vu Damwon en Corée et genre c'était une équipe qui surclassait, enfin qui était vraiment beaucoup plus haut que toutes les équipes coréennes. En vrai, j'attends vraiment de voir Damwon mis en difficulté. Et je sais pas, dans la mesure où je sais pas ce que t'en penses, Zero, mais j'ai l'impression que les équipes chinoises, même les meilleures, on va prendre le cas de Top Esport, peuvent se perdre dans ce côté un peu chaotique et skirmish. Et je sais pas, j'ai l'impression que genre quand tu vois Damwon et la capacité qu'ils ont genre de gérer les teamfights d'une main de maître, mais aussi de se concentrer sur la map, en fait, je vois pas en quoi l'agressivité de la LPL pourrait prendre le dessus sur le fait que certes Damwon peuvent aussi être agressifs, mais de l'autre côté, ils savent aussi s'occuper de la map et progresser plus en macro que sur les teamfights. Je vois ce que tu veux dire. Après, je me souviens plus exactement de la game entre JDG et Damwon, mais les JDG avaient réussi à faire tomber les Damwon dans ce style de jeu où ils étaient. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, vas-y. Non, mais t'as raison. Je me dis que les JDG ont déjà réussi à les faire tomber. C'est la seule équipe qui a réussi à faire tomber Damwon. On sort quand même d'une phase de groupe où personne n'a fait de 6-0. Donc, même les Damwon, il y a des moyens de réussir à les faire tomber. Les JDG l'ont déjà prouvé. Et si ça se trouve, Genji ou G2 le prouvera également en demi-finale. Parce que pour l'instant, on les met sur un piédestal, mais ils ne sont pas encore arrivés en finale. Et il ne faudrait pas qu'ils choquent comme l'année dernière. Le point de faiblesse, entre guillemets, si on peut en donner un pour Damwon pour l'instant, ça reste quand même leurs 10 premières minutes de jeu, je trouve. Ouais, et c'est une petite fenêtre, certes, mais comment dire, là où ils ont des choses à se reprocher, où ils laissent passer des choses, je trouve, c'est sur ces 10 ou 15 peut-être premières minutes de jeu. Mais encore une fois, ils sont pas tombés sur des équipes qui arrivent à
prendre assez d'avance sur ces 15 premières minutes de jeu pour justement créer un snowball qui soit conséquent. Je pense que la finale va être folle. Si on arrive avec un top e-sport contre Damwon, ça va être fou. Ouais. Bah, c'est pas ce qu'on souhaite en tout cas nous occidentaux après forcément et puis toi bon probablement le moins occidental des casters étant donné que tu es un spécialiste LPL Suning qu'on retrouvera donc en demi-finale après quand même une très belle histoire. On parle peut-être un tout petit peu avant de parler des matchs du week-end de leur ADC Wanfeng. Donc il y a toute cette histoire sur son évolution qui est une histoire bon qui forcément est triste si elle se termine pas en happy end. Là, c'est plutôt cool pour l'instant ce qui lui arrive, une demi-finale des Worlds sur une première participation. C'est probablement l'ADC que je vois le plus carry personnellement dans ces Worlds. À chaque fois que je le vois dans ces games, j'ai l'impression qu'il démolit les fights. Est-ce que ce serait pas le meilleur ADC de la compétition, ce petit Wanfeng Il y a Jackie Love. Il y a Jackie Love encore. Et même Wanfeng, quand il lui pose la question, il dit toujours que son senpai, c'est Jackie Love et que pour l'instant, il n'est pas encore au niveau de pouvoir se comparer à lui. Donc, je répondrai non. Jackie Love est encore meilleur parce que la grande différence entre les deux, c'est que Jackie Love arrive à trouver des fenêtres où il arrive à prendre un avantage en face de lane, alors que Wanfeng, c'est le lui-même, subdiff. dans la stratégie. C'est le subdiff. Si tu perds la lane, c'est le subdiff, on le connaît tous. C'est subdiff, mais après, le meilleur sub des deux, c'est Sword Art. C'est vrai. Justement, pour relier à ça, est-ce que c'est peut-être pas aussi pour ça que Wanfeng shine autant? C'est parce qu'il a un super bon support à côté de lui. Et je pense que ça joue. Et je pense que ce qui joue le plus, c'est le côté vétéran et le côté très joyeux de Sword Art, qui, dans les coms de l'équipe, on l'entend, il colle vraiment énormément. Si vous avez déjà vu des coms d'équipe, même les émotes, dites-vous que Sword Art le fait encore plus. Il parle tout le temps et il parle toujours joyeux. Il y avait même à la fin d'une game qu'ils avaient gagné en groupe où il dit d'abord focus, on focus là, on focus là, on focus là, et à la fin il call et oublie pas de mettre vos émotes. Mais c'était dans le flow de la game, dans le flow du call, et juste après là, il avait fini son travail de shot caller. Et c'est vraiment le côté vétéran et capitaine de l'équipe qui permet à Wanfeng de briller. Et il l'a redit en conférence de presse aujourd'hui, où il sait que lui, personnellement, Sword Art peut réussir à se déplacer sur toute la carte, et que même si on donne peu d'attention à Wanfeng arrivera toujours à carry en fight, et il connaît sa position. Chaque membre de l'équipe connaît sa position en fonction du plan de jeu. Ouais, c'est très bien résumé. Écoute, moi j'ai posé la question parce que je l'ai trouvé très impressionnant. Après, c'est vrai que pour Jackie Love, pour l'expérience et pour le niveau de jeu, il est probablement au-dessus. De toute façon, c'est moins un Worlds d'ADC où dit qu'il prend sa retraite, la méta qui passe très utilitaire. Donc forcément, on parle beaucoup des mid laners, on parle beaucoup des top laners étonnamment. Alors qu'ils avaient été un peu oubliés. Je rappelle qu'on a commencé l'année avec des blind pick à Rox dans tous les sens. Et on termine l'année sur des pressions top et des Camille. Donc bon, on a eu un long chemin qui a été fait. On a parlé de la Chine, on a parlé de la Corée, on va parler un petit peu de l'Occident. On va se projeter sur les deux games du week-end qui nous attendent, avec forcément des affrontements qui sont d'ores et déjà décisifs. On a un match piège et un match d'outsider. Pour prendre la game de demain, on a TES qui affrontera Fnatic. TES qui, sur le papier, semble quand même un ton au-dessus des deux équipes qu'on a vues aujourd'hui depuis de la LPL. Comme tu disais, ils sont montés en puissance depuis l'arrivée de Jackie Love. Voilà, la question, elle est claire. Je vais poser la question d'abord à Laure, parce que donc forcément, j'ai Laure côté Europe et avec son sweat orange. Et j'ai la LPL du côté zératique, pardon. Zérotique, je suis désolé. Zérotique, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que Fnatic peut le faire, Laure? Ouais, c'est comme ce que j'ai dit hier. On est sur un 20-80, je pense, en grosse faveur de TES. Mais c'est un Fnatic qui arrive en tant qu'underdog. Et je pense qu'ils ont faim. Encore une fois, je pense que Reckless, il l'a mauvaise de la finale de 2018 contre Jackie Love, à qui il va avoir envie de foutre une énorme raclée. Donc, est-ce qu'il va y arriver? On sait pas, mais en tout cas, on sait que Reckless, quand il est énervé, c'est un Reckless qui joue très bien. Je l'attends dominant au bot. Encore une fois, ça va aussi dépendre de Nemesis.
Est-ce que Nemesis va remplir son rôle de handshake sur la mid lane, prendre des contrôles mages et attendre que les choses se passent ailleurs? Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Selfmade va faire contre Karsa? C'est une grande question. Qui va s'empaler sur le pick Graves, qui va être un pick qui va être super contesté. Donc en fait, les drafts vont être super importants ici, comme d'habitude, de toute façon, depuis le début de ces Worlds. Mais j'ai foi en Fnatic qui arrivent en tant qu'underdog et qui vont avoir envie de surprendre, je pense. Ils ont montré qu'ils étaient capables je sais pas l'expression en français, mais d'être créatifs un petit peu, même si c'était pas super convaincant avec leur pic Lulu, mais en tout cas, ils ont pensé à des choses. Donc j'espère que leur réflexion aura abouti pour ce BO. Et si c'est un BO qui va en 5 games et que Fnatic doit gagner, ça sera... si c'est un BO que Fnatic doit gagner, ça se fera en 5 games. Ça sera 5 games qui se feront dans la douleur, qui vont être très longues, sur des fights qui parfois n'auront aucun sens, sur des trônes Nashor, récupération d'objectifs, etc. Mais je donne quand même Top Sport gagnant. Ok, Zérotique, Voilà. moi l'argumentaire que je veux entendre, c'est pourquoi Fnatic n'a aucune chance. Pourquoi Fnatic n'a aucune chance? Ils vont se faire mid-diff. Enfin, le plus gros gap, ça va être sur la mid lane. Hein. Nemesis est loin du top 5 mid laner depuis le début de ces Worlds. C'était la peur à l'arrivée des Worlds et ça l'a confirmé que pour l'instant, il était un peu plus spectateur que acteur de ses propres games. Le gros espoir de Fnatic, selon moi, c'est Bwipo. Selon moi, c'est Bwipo à la top lane qui va devoir réussir à faire quelque chose, mais il a un gros client en face de lui. Donc, Bwipo, il m'a dit 3-6-9, il le mange au petit-déj. Hein. Donc, j'attends de voir. Non, il m'a lâché ça sans pression en interview. J'étais là genre, d'accord. Ouais. Alors, on verra bien. Hein. On verra bien comment ça se passera sur la top lane. On attend du Volibear, on attend potentiellement de la Camille également pour pouvoir réussir à manger 3-6-9 au petit-déj. Ouais, ça paraît complexe. Juste peut-être une stat avant qu'on parle de G2 qui affrontera les Genji. On avait Anabi, c'est ça, dans ces Worlds. Je pensais juste à cette génération Flash Walls qui quand même, parce qu'Anabi il a bien joué chez Flash Walls. Hein. Ouais. Donc là, s'il passe, si TES passe, tu te rends compte qu'il y a quand même Karsa, et donc Sword Art, Karsa, on a eu Anabi. T'imagines que quand même sur une équipe qui joue dans une région complètement mineure, on a des types qui sont en train de faire les beaux jours de la LPL des années plus tard. C'est extrêmement impressionnant à quel point cette équipe était dense. Et tu veux que je te rajoute quelque chose en plus de ça? Vas-y. Parce que le coach des Sunning et le coach des Flash Wolves qui a fait leur meilleur run en 2015. C'est pas Steak? Non, c'est pas Steak. Non, parce que Steak était joueur en 2015. Oui. Donc c'était le coach. Oh, là c'est compliqué. C'était le coach 2015 des Flash Wolves. J'avais revu passer l'information. Je vais aller rechecker. Je peux trouver ça. Je peux trouver ça. C'est marrant que ces joueurs restent avec le temps. Les Flash Wolves sont très représentés. Non, mais c'est vrai que voilà, j'y pensais juste parce que c'est très impressionnant d'avoir. J'arrive pas à le trouver le coach. Il y a trop de gens en fait dans leur voilà. Le head coach c'est Spark. Ok, d'accord. Et après il y a Chachao, Fury, Helper, Tien. Et Chachao. C'est Chachao qui était dans le coaching staff Flash Wolves 2015. Spark, c'est un Coréen. Ouais, mais il y a 480 coachs dans les équipes chinoises. C'est une des très grosses forces, c'est qu'ils ont. Pour avoir bossé dans un staff, t'es heureux d'avoir beaucoup de monde à partir du moment où tu sais l'orchestrer, tu sais l'organiser. Et c'est une vraie force qu'ont les équipes chinoises. Parlons un petit peu. Je suis pas sûr qu'on tiendra 1 heure parce que le BO était intéressant, mais c'est vrai que sur les BO c'est dur. Sunning, ils ont quand même eu des joueurs. Désolé, hein, je regarde les joueurs qu'ils ont eu avant ça. Ils ont eu Knight, ils ont eu Tian. Donc quand même des gros joueurs, dont un qui a fini champion du monde. C'est ouf comme équipe. Genre t'as tellement de talents chinois qui sont restés, qui ont commencé là-bas. La liste est super longue. Hein. Ouais, vas-y. Et en plus de ça, il y a récemment, il y a eu la remontée de V5, Victory 5, qui était passé de dernier à potentiel playoff, potentiel World Contender. Il y avait 3 joueurs Sunning qui étaient en prêt et qui sont revenus là actuellement. C'est Weiwei, Biu et il m'en manque un. Et Samedi. Weiwei, Biu et Samedi, qui étaient 3 joueurs V5 qui ont permis de faire les playoffs alors que l'équipe avant était dernière, qui viennent de revenir chez Sunning. Donc on va avoir un mercato très très intéressant du côté de Sunning.
Let's go. Ouais, de toute façon, le mercato LPL, tu sais, c'est vraiment des problèmes de riches, tu vois. C'est genre quand t'es en, je sais pas, en NA par exemple, tu vois, ou je vais prendre les régions même inférieures, genre LES et tout, t'es en mode, ouais, écoute, en support, soit on achète tel mec de telle équipe, soit on achète tel mec de telle équipe, sinon on prend un rookie et tout. Et en Chine, c'est genre, ouais, les gars, on a besoin d'un support, on a déjà 7, peut-être qu'on devrait en vendre 4, parce que là, bon, ça fait quand même la masse salariale, ils vont probablement pas jouer une équipe. Non, c'est pas grave, on peut les mettre dans notre équipe 7, au 4e étage, dans le 2e basement, tu prends le 3e toboggan et le 2e ascenseur. C'est genre, c'est tellement un autre monde en termes C'est clair. de talent stacking. C'est pour ça que c'est aussi dur de rivaliser. Une petite projection vers le dernier quart de finale, celui que bien évidemment toute l'Europe attend, que l'Occident regarde avec précaution, parce que bien évidemment qu'on a envie de voir G2 annoncé comme le Korean Killer, les seuls qui pourraient aller chercher Damwon, potentiel finaliste, etc., etc. On a envie de revoir une finale probablement G2 contre Chine. Ce serait absolument merveilleux. Personne n'a envie de revoir ça. Oui, si tout le monde a envie de voir une Okay. revanche. Tout le monde a envie de voir une revanche. Mais déjà, il faudra battre Gen.G, cette équipe Gen.G qui est montée en puissance doucement, qui n'a pas explosé dans le groupe C, dans un groupe qui, dans le niveau global, est quand même assez faible. On ne peut pas dire que LGD, TSM étaient les matchs les plus durs pour Gen.G. Fnatic, qui les ont quand même mis en difficulté. Leur spécialiste, encore une fois, du LEC, match piège ou pas pour G2? Moi, je pense pas que ce soit un match piège dans le sens où Gen.G, ils ont un plan de jeu, c'est rouleur centrique. Complètement, à chaque fois, quelle que soit la méta, quel que soit les pics, quoi qu'il arrive, c'est tout le temps. Ça dépend tout le temps du fait que Ruler doit shine dans les teamfights et comment dire, les autres moments de la game. Et on a très bien vu ce qui s'est passé quand Fnatic les a shut down au niveau du bot, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de comeback du côté de Gen.G. J'attends de voir BDD un peu plus fort que ça. Voir si ça peut, comment dire. Et encore, c'est très compliqué de challenge Cavs de toute façon. Donc je sais pas. Gen.G, j'ai l'impression qu'ils ont un plan de jeu qui joue d'une manière. C'est la manière dont on les a vu jouer en LCK. Et à ce petit jeu-là, bah G2 ont de meilleures individualités, je pense. Puis un top diff, quoi. Je pense pas que Rascal. Ouais, de Rascal, ouf. 3 Volibear, 2 Renekton, un Horn. Est-ce qu'on peut Mid et top 10. Hein. est-ce qu'on peut sortir des quarts de finale en ayant un joueur seulement weak side dans ces Worlds? Est-ce que tu penses que c'est possible? Non, je pense que, comme l'a dit Laure, comme il y a un seul plan de jeu, on a quand même largement assez d'analystes du côté de G2 pour qu'ils arrivent à créer un plan de jeu pour réussir à le shutdown et pour réussir à jouer sur leur force. On a vu Wunder à un excellent niveau à l'entrée, à cette entrée des Worlds. Donc, je pense que ça va jouer beaucoup sur le top side. Ça ne m'étonnerait pas de voir Perks sur une hache très souvent pour juste pouvoir avoir le côté utilitaire, avoir une bonne gestion de lane pour empêcher un peu Ruler d'avoir trop d'avantages sur sa phase de lane. Ouais, c'est de toute façon, c'est vraiment. On a eu quasiment toute l'année le top to bot, la top lane qui est weak side, qui soak la pression, le mid jungle qui va se projeter sur la bot lane. Et là, pendant ces worlds, c'est vachement de bot lane utilitaire qui farm quasiment handshake et le mid qui va se projeter sur le top side pour essayer de détruire avec beaucoup de champions qui font exploser les back lanes, notamment ce pic de Camille qu'on revoit beaucoup. Bon, bah, on y arrive. Le coup de cœur, coup de gueule. Avant, je pense que de toute façon, on aura l'occasion de reparler de G2 après la performance de Fnatic demain. On est quoi? On est quasiment à la moitié là des Worlds. On a passé la moitié. On a passé la On a moitié. passé la moitié. Ah oui. Il reste 5 matchs. C'est vrai que ça va vite. Ah oui, de ouf. Putain, ça fait chier. Qu'est-ce que c'est bon les Worlds? Bon, Il bah reste tant pis. 5 BO. On a passé la moitié. Du coup, zéro tick, toujours honneur à l'invité. Dans ces Worlds au global, toi, t'as le choix du roi. Quel est ton coup de cœur et quel est ton coup de gueule? T'as le droit vraiment d'être très très libre. Ok. C'est à toi. Le coup de cœur, ça sans surprise sera du côté de Sunning et ce sera Bean, qui selon moi a fait une entrée qui fait actuellement des Worlds monumentaux. J'arrivais aux Worlds en mettant un point d'honneur à faire attention aux tendances de Bean, à jouer énormément sur le 1v1. Ça leur a perdu des games, à trop vouloir essayer les 1v1 sur le top side. Maintenant, il arrive, je considère, à son pic niveau. Je considère qu'il est au pic niveau de sa saison, où il arrive à vraiment faire jouer son équipe beaucoup plus autour de lui, qu'il arrive à trouver des outplays magnifiques avec sa Irelia, et que pour l'instant,
il a fait le plus beau place des Worlds avec ce double baril de Gangplank qui explose les espoirs de G2. Donc, pour l'instant, le gros coup de cœur, c'est Bing qui, pour l'instant, marque les Worlds, selon moi. Le coup de gueule, c'est plus compliqué. Euh, C'est marrant On comme va dire que on a des invités qui sont très coup de cœur et on a des invités qui sont très coup de gueule. Mais De ouf. tu peux vraiment prendre ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de langue de moi bois aussi, ici. j'en ai un de coup de gueule, je viens de penser. J'aurais pas dû croire en TSM encore une fois. Ah bah On oui, va mais dire que ça. c'est le 0-6 fait extrêmement mal, mais c'est le 0-6 également avec la manière qu'ils nous ont pas finalement montré. Ils ont montré que sur une seule game, ce dont ils étaient capables. Parce que j'ai quand même suivi du côté des LCS, les playoffs qu'ils nous ont fait étaient selon moi très bons, avec un niveau qui était encourageant sur leur capacité à enfin battre les démons de Double Lift au World. Et encore une fois, ça tourne court et ça fait d'un côté, je me dis juste, c'est dommage que encore une fois, ça se passe mal de ce côté-là. Et c'est même pas vraiment un coup de gueule, c'est plus de la déception au final à ce niveau-là. Oh là là, la déception des fans de TSM en direct. Fan de Il y a Bjergsen, des fan de fans de Bjergsen. TSM. Il y a des fans de Mon TSM en Dieu. France. Non, mais je comprends parfaitement. Après, bon, c'est. Mm. Ils ont surperformé. C'est bien qu'ils aient déjà gagné le titre en LCS. Je pense que ça reste une Mm. bonne année pour TSM, pour une équipe qui a joué qu'un split, mais c'est sûr que c'est pas satisfaisant à l'international. Laure, sur la journée, coup de cœur, coup de gueule, qu'est-ce que t'en penses? Coup de cœur, je dirais Juan Feng parce que on l'a déjà dit plein de fois, il a une histoire qui est super intéressante et c'est un joueur qui mérite beaucoup. Genre il revient de très 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 loin. Et tu vois, j'aime bien ces histoires que les joueurs de la LPL rapportent à chaque fois. Genre, on avait Douinby à la base, qui était joueur coréen, qui s'est pris des fucks pendant des années par les équipes coréennes pour finalement aller gagner un championnat du monde à une époque où la Corée essaye de se reconstruire. Cette année, Feng, enfin, comment dire, l'histoire qu'il a, je vous conseille de lire des articles d'ailleurs, c'est grosso modo un peu la même backstory que Double Lift. Double Lift Early Days, hein, je ne Mm. parle pas du drame qui s'est produit il y a quelques années. Mais voilà, c'est un joueur qui vient de loin, qui est hyper jeune, qui est super méritant, qui se débrouille super bien. Et j'espère le voir aller le plus loin possible. Et mon coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule parce qu'on n'y peut rien, mais c'est la façon dont le bracket est fait. Et le fait qu'on ait vraiment les deux équipes LPL d'un côté et les équipes coréennes de l'autre, c'est genre, encore une fois, hein, l'Europe qui est stuck entre les deux en mode on va voir ce qui se passe. Mais du coup, ça fait qu'on aura un super bel affrontement au final. Je pense j'espère vraiment qu'on aura un TES contre Damwon pour le League of Legends qu'on aime voir et pour qu'on puisse justement régler nos comptes autour d'un beau best of five. Mais voilà, en fait, ça amène trop de suppositions. C'est très compliqué vraiment d'estimer des équipes qui sont très très fortes parce qu'en même temps, on n'a pas vraiment trouvé un moyen comment dire, d'exposer leurs faiblesses réellement. C'est pas parce que Damwon au Top Esport drop une game, selon moi, qu'on a vraiment vu les faiblesses des équipes. Je pense que ça se joue à d'autres choses. Donc voilà, c'est chiant que le bracket se fait comme ça, mais c'est pas vraiment un coup de gueule parce que c'est un tirage au sort, donc on n'y peut rien. Mais c'est une petite déception, je dirais. Mais peut-être pour un très beau BO au final. Ouais, après, c'est la question centrale de la double élimination. Ouais, Rapidement, grave. Zérotic, t'es pour ou t'es contre la double élimination au World Championship? Hmm, je dirais non. Je dirais non parce que en fait, ça changerait tellement la dynamique de tous les Worlds qu'on connaît jusque maintenant. Ça serait une immense refonte et ça serait beaucoup plus proche de ce qui est fait du côté des jeux de combat. Mais les jeux de combat, c'est parce que les games sont beaucoup plus courts, parce qu'au final, on n'a pas de. Même un BO5, Dota. au final. Dota a un deuxième arbre? Mhm. Ouais, sur Ok. Dota, ouais. The International, ouais, t'as un loser bracket. C'est comme ça que OG OG. avait gagné la première fois. Ok. Mais C'est en soi, moi je suis d'un côté un peu neutre que s'ils mettent un loser bracket, je considère qu'il y aura des nouvelles histoires à réussir à écrire. Par exemple, TSM qui ont remonté tout le loser bracket au playoff NA, qui était une belle histoire. Donc il y a des belles choses à écrire, mais je trouve que avoir un winner bracket unique, ça veut vraiment dire c'est le meilleur sur le moment et il faut arriver en forme le jour J. Donc je pourrais être des deux côtés à argumenter et tant qu'il y a du spectacle, moi ça m'ira. Hein, Après, c'est vraiment une question qui est complexe. Moi, Hmm. j'aimerais c'est comme dans le jeu de baston, c'est-à-dire que même au niveau des quarts, en fait, c'est du BO3. Enfin, tu peux faire du BO3 double élimination
Et en fait, il n'y a que la loser final et la grande final qui sont en BO5. Ça, je trouvais ça intéressant, avec un avantage. Le problème, c'est quel est l'avantage du winner bracket sur League of Legends? C'est un vrai souci. Bah, Et on dans un l'a jeu vu en aussi. LEC, Ouais. hein. Honnêtement, c'est ce qu'on a en LEC. On a un loser bracket depuis cette année. C'est cool parce qu'on s'évite le match de la 3e place qui était absolument atroce. Mais j'ai pas été convaincue par le Moi, je format sur préfère. League of Legends au sein du LEC, tu vois. Moi, je Donc, préfère, je mais un sais pas. milliard de fois. Ah ouais? Bah Ok. oui, parce que t'as tous C'est les peut-être parce matchs. que G2 se retrouve à chaque fois en bas du truc et fausse la donne, tu vois. Mais du coup, j'ai pas eu vraiment l'impression. J'aime bien, tu vois, parce que dans Dota et The International notamment, ça a donné lieu à des storylines qui étaient incroyables et genre des remontées abyssales d'équipes que t'attendais pas. Mais là, pour le LEC, je trouve que ça a plus été une déception qu'autre chose. Ouais, c'est juste que avec un loser bracket, le gagnant gagne, quoi. C'est tout. Oui. Après, c'est des questions de. Mais dans tous les plus grands sports, hein, à Roland Garros, il n'y a pas de loser bracket. À la Coupe du Monde de football, il n'y a pas de loser bracket. Au JO, il n'y a pas de loser bracket. Après, peut-être pas dans tous les sports olympiques, mais je suis quasiment sûr que dans 90% des sports olympiques, il n'y a pas de loser bracket. Non, Donc, non, non. en NBA, je crois pas qu'il y ait de loser bracket non plus en playoff. Tu vois, c'est ça, tu sors après CDB ou 7. Mais donc voilà, dans les grandes compétitions sportives, il faut être là le jour J. Ça fait partie d'excellence sportive. Donc c'est une question qui reste ouverte. Rapidement, moi, mon coup de cœur, forcément, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que Bean me satisfait pleinement. Je le trouve exceptionnel parce qu'il a sa méta. Il a joué un Renekton, 0 Horn. Il a joué Jace, Camille, Irelia, Jax et GP. Donc, pour les gens qui aiment la nouveauté et qui aiment justement un peu tout ce qui est counterpick, tu es obligé de supporter l'effort que produit Bean. Le coup de gueule, pour moi, ce sera clairement Flash à 5 et smite un dragon dans la dernière game, tu vois. Genre donne 2K gold à l'adversaire, mais prends un dragon parce que je pense que JDG avait. Et surtout Yagao, que j'avais trouvé très très bon toute l'année. Je me disais que c'était fait partie de cette génération de mid laner chinois qui était jeune et performant. Et on l'a pas trop vu Yagao pendant ces Worlds et j'aurais aimé le voir performer un peu plus. Mais bon, au global, c'est pas une très grosse déception parce que la Chine peut pas non plus produire 4 champions du monde par an, quoi. À un moment donné, ça va, quoi. Ça va. Laissez-nous C'est tranquilles. bon. Et ben du coup, on arrive vers la fin de ce podcast. Bon, ça fait que 3 quarts d'heure, mais je pense qu'on a couvert les points Oui. principaux. Demain, on aura donc Fnatic contre Top. Rapidement, 0. C'est quoi le score de demain? Histoire que, tu vois, je me réveille et que je sache déjà parce que tu es un oracle. Vas-y, dis-nous tout. Boucher les oreilles. 3-1 Top eSport. 3-1 Top eSport. Ok, donc Top eSport. Quel game gagne Fnatic sur ce 3-1? Ils gagnent la deuxième. Ça remonte à 1-1, puis après, ils en prennent 2 d'affilée. Très bien. Laure, je te demande pas, Fnatic 3-2 dans le sang et la Non, douleur. non, moi tu me connais, je suis superstitieuse, je suis complètement folle, donc si je pronostique Fnatic, je vais me dire que je les ai jinx s'ils perdent. Donc on va dire non, en vrai, objectivement, NSP, ne se Top prononce Sport, pas. non, Top Sport 3-2. Très bien, Top J'ai- eSport 3-2. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Zérotique, on peut te retrouver donc sur ton stream, avant même que je te remercie d'avoir été avec nous. Tu es actuellement en plate 1. C'est Je ça. sais ce que c'est d'être hashtag platine. Ça fait des années. Je rêve d'être diamant un jour dans ma vie, mais j'y arriverai probablement pas. Donc, c'est quoi ton Twitch? Rapidement, c'est juste Zérotique. C'est Twitch zérotique, comme mon Twitter zérotique avec le tiré du 8 en bas Underscore, ça se pour dit. terminer. Underscore. Ouais, underscore. Ou Excuse-moi. tiré du 8 Voilà, pour ceux qui utilisent cette expression. Très bien. grave. Et on te retrouve sur Twitter et puis sur Gaming. En tout cas, merci Yes. à toi. L'expertise était très bonne. C'est un vrai Merci plaisir de beaucoup. t'avoir eu en tant qu'invité. Merci pour l'invitation. On probablement peut-être un jour on te réinvitera même après coup pour parler un peu de la force de la LPL parce que si jamais ils perdent, on va forcément avoir la storyline de c'est fini la Avec LPL Noah. domination. Exactement, Noah qui pense que la LPL est un peu overrated, donc ce serait intéressant presque de vous avoir tous les deux. Laure, merci à toi. On te retrouve demain en Merci larmes beaucoup. ou avec la banane jusqu'aux oreilles. Euh, C'est exactement ça, ouais. on aura la fin de l'arc ou pas de Fnatic. Et vous, merci de nous suivre quotidiennement. On a une grosse augmentation quand même du nombre de followers sur la chaîne De de ouf. Laure. Et de Merci. vues. Ouais, et de vues, ça explose. Continuez de le partager, continuez de le regarder, continuez de commenter. Cette communauté autour de The Afterworlds, elle est très agréable, très positive. Les gens répondent avec des commentaires qui sont intéressants, qui sont intelligents, qui sont réfléchis. Donc voilà, merci à vous de faire vivre ce projet. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.
Passez une bonne journée. Ciao.